D'accord. Très bien. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là pour cette non-conférence qui sera consacrée aux métaphores sexuelles cachées dans les œuvres cinématographiques de films américains et aussi dans les œuvres d'art. Au fait, Thibaut, combien de temps on a ? Quelle est la durée prévue pour, tu as 1 heure, mais tu peux déborder un petit peu si tu as besoin. 1 heure et un petit peu. D'accord. Bon, donc on va aller se balader. Alors, ce que je vais vous montrer là, alors deux choses pour anticiper les éventuelles questions de ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est que ce que j'ai sur la tête, c'est un jouet japonais qui s'appelle le Neko Mini et qui bouge avec ma pensée, plus ou moins. Hein. C'est un gadget et elles sont branchées donc sur mon cerveau. Elles mesurent mon activité cérébrale via cette électrode et elles sont censées réagir plus ou moins en fonction de mon état mental. Et je les ai personnalisées avec mon imprimante 3D dans l'esprit de Pat Labor. Voilà. Et puis donc là, je vais vous convier à une petite balade et dans ce que j'appelle mon NOO Museum, qui est un musée du NOO, un musée de la noosphère, un musée virtuel que j'ai commencé à créer sous sa forme virtuelle en 2003 dans Unreal Tournament 2003. C'est-à-dire le jeu Unreal Tournament qui était un shoot'em up que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, j'ai plus ou moins hacké le jeu pour créer mon propre niveau. Alors, c'était officiel, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient fourni avec le logiciel, avec le jeu, on pouvait trouver dans l'arborescence un éditeur de niveau qui permettait de personnaliser ses propres niveaux. Et du coup, j'en ai profité pour créer un espace pédagogique, à la fois mon propre musée à moi, j'ai tout refait, toutes les textures, tous les décors à ma façon. Et j'ai aussi... Et du coup, les premières conférences que j'ai faites, les premières interventions, on va dire, pédagogiques que j'ai faites avec le NOO Museum, c'était dans les festivals de science-fiction, dans les conventions et festivals de science-fiction dans les années donc 2004-2005. Et j'étais donc, j'utilisais donc, au lieu d'utiliser PowerPoint pour illustrer mon propos, j'utilisais donc Unreal Tournament. Et alors, ce qui était très rigolo avec ce dispositif, c'est que on pouvait l'installer sur plusieurs postes en réseau, il marche toujours d'ailleurs, on pouvait l'installer sur plusieurs postes en réseau et donc on pouvait se fraguer dans les couloirs en même temps que je faisais la conférence. Ce qui a été le cas par exemple aux Utopiales de 2007, où on avait installé plusieurs postes informatiques et il y avait à la fois des joueurs et moi-même qui me baladais, qui faisais la conférence. L'autre chose importante sur Unreal... Non, je ne sais plus, il y avait un petit détail que je voulais raconter, mais c'est pas grave. Et alors donc là, je vais vous convier à une petite balade dans les métaphores sexuelles cachées dans les films de science-fiction. Alors, c'est un truc à l'époque, je me suis rendu compte, je vous explique le contexte. Ce qui se passe, c'est que quand je suis monté à Paris faire mes études d'art dans les grandes écoles d'art écoles d'art plutôt, je suis rentré aux arts déco et aussi au métier d'art. Et les premiers cours que j'ai eus, en particulier en sémiologie de l'image, c'était des cours qui m'ont expliqué en fait qu'il fallait faire très très attention aux informations subliminales qu'on mettait dans nos œuvres. D'une part, évidemment, pour éventuellement manipuler le public par de l'information subliminale, c'est en dessous du seuil de conscience, mais surtout pour éviter de faire des bêtises. Hein, ce qu'ils appelaient... un des profs de sémiologie de l'image, s'appelait Mathéo, appelait les connotations négatives. Et donc, par exemple, à l'époque, il y a eu une catastrophe à ce niveau-là. Par exemple, c'était une pub Renault, où la voiture avait une forme de poire. Et l'équipe de publicistes, pour une raison qui m'échappe, a décidé de faire une analogie entre la poire et la voiture au niveau de la campagne publicitaire. Ce qui fait qu'en subliminal, ça a été une catastrophe économique, hein, c'est-à-dire ça a provoqué une mévente de la voiture, ce qui représente des sommes énormes, parce que les gens, dans leur inconscient, ont été assimilés à des poires. Ils ont pensé, pas forcément de façon consciente, qu'on prenait pour des poires. Donc tout ça pour dire que les jeux d'image subliminale font partie, je dirais, de la formation professionnelle. Et j'ai découvert dans les festivals, en fait, à l'époque, alors c'est moins le cas maintenant avec la génération des milléniums et des XY,
c'est que, en fait, il y avait énormément de réticence en France à admettre cette idée que les artistes, les réalisateurs, les auteurs maîtrisaient très très consciemment les métaphores cachées, qui dissimulaient des métaphores de façon consciente dans leurs films et dans leurs images. Alors c'est une défiance en fait qui est justifiée parce que une fois que l'œuvre est faite, elle appartient au spectateur, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, on projette ce qu'on veut dans les flux d'images, dans les séquences, dans les créations, et le spectateur a la totale, absolue liberté d'interpréter, surinterpréter ou sous-interpréter ce qu'il veut. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand c'est volontaire, c'est-à-dire de la part du réalisateur. Après que ce soit perçu ou pas, c'est une autre histoire. Mais moi, ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, en tant que designer, en tant que créatif, c'était de maîtriser cette double narration symbolique ou métaphorique qui dans l'image. Et de faire en sorte que, par contre, ça soit perçu. C'est-à-dire, c'est ça le plus difficile. Et donc, une dernière préalable que je fais, Café Salé, je ne sais pas si vous connaissez Café Salé, ils étaient édités par Ankama, et ils faisaient des artbooks avec les meilleurs graphistes, dessinateurs de français des années 2000, du début des années 2000, et un vernissage de Café Salé qui avait lieu à Paris, dans le bar branché près de la Bastille, là, qui s'appelle... comment il s'appelle ? Les Furieux, voilà. Et j'étais sûr qu'il allait y avoir là-bas une très très grande concentration de graphistes professionnels de très haut niveau. Et donc j'ai posé la question en rentrant dans le vernissage à l'Assemblée, qui parmi vous met des métaphores sexuelles cachées dans ces images de façon volontaire ou non ? Alors, ça a déclenché l'irritation d'un certain nombre de gens qui se sont détournés de moi, mais il y en a plusieurs qui ont réagi, on va dire positivement. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de 4 graphistes qui m'ont dit que ils le faisaient très très consciemment, et d'autres graphistes qui m'ont dit qu'ils évitaient de le faire, enfin que ça les intéressait pas, qu'ils faisaient pas ce genre de choses. Et il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a dit moi je mets en permanence des métaphores sexuelles cachées dans mes images, mais je m'en rends pas compte et ça m'énerve. Donc la réponse était intéressante. Donc on va maintenant aller se balader donc dans la première version de mon nouveau muséum qui était dans Unreal Tournament. Donc là je vais partager l'écran et on va aller regarder ça. Alors je vais désactiver ma vidéo, je vais activer le partage d'écran. Avec de la chance, tout va fonctionner correctement. Alors attendez, je vais quand même désactiver ma vidéo parce que ça va nous permettre... Je vais désactiver tout de façon à nous permettre, voilà, d'avoir un peu plus de flux. Voilà. Et là, maintenant, je choisis Unreal Tournament. Et là, normalement, nous sommes dans Unreal Tournament. Alors, juste un petit feedback. Dites-moi si vous recevez une image. Si vous voyez l'image de... Ouais, c'est bon pour nous. C'est bon ? Alors voilà. Alors là, nous sommes actuellement donc dans Unreal Tournament. Alors, pour des raisons de flux, de streaming... Quand je suis en mouvement, vous avez une image extrêmement pixelisée. Donc, je vais plutôt faire des arrêts, c'est-à-dire m'arrêter quelques secondes à chaque scène, ce qui vous permet d'avoir l'image à peu près correcte. Et on fera une version... après, je ferai un montage parce que j'ai une version en ligne, enregistrée actuellement, qui a un flux correct. Donc là, vous voyez, c'est mon décor. C'est un décor que j'ai créé. Là, je me suis inspiré des passerelles de Beaubourg. On est dans le nouveau muséum. Et d'ailleurs, une chose qui est très très intéressante, c'est que vous voyez, je suis en train de faire tourner actuellement sur mon Mac une application que j'ai créée en 2003 sur un logiciel datant de 2003 et ça marche toujours. C'est-à-dire étonnamment, le Unreal Tournament 2003 Macintosh tourne toujours malgré tous les upgrades qu'il y a eu du système macOS. Donc, ce qui est assez surprenant. Donc, je pense qu'ils ont fait un pacte avec les dieux et les démons de l'informatique, parce que c'est totalement improbable qu'une application aussi complexe ait pu passer toutes les étapes iOS depuis des années. Alors, je me balade dans le décor et je vais aller directement parce que il est énorme. Alors, vous pourrez le récupérer si vous voulez. C'est-à-dire que si vous me faites la demande, et la version Mac, pour une raison qui m'échappe, c'est pas moi qui l'ai hacké, mais elle est copiable et elle tourne sur les PowerBook
Power Mac, etc., du Neonism. Il suffit juste de le transférer, mais il fait plusieurs gigas. Alors, je vais aller dans le niveau qui est consacré aux métaphores sexuelles cachées. Alors, je vais faire déjà, dans un premier temps, on va faire un sort à la notion de subliminal. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions en cours de route. Alors, dans ce niveau-là, on va parler déjà du subliminal en dessous du seuil de conscience. Alors, le subliminal, c'est pas seulement les images au 25e de seconde, ou au 50e ou au 100e de seconde, c'est aussi des compositions graphiques, des jeux de composition graphique. Alors, je vais vous montrer déjà Alors, moi, ce qui m'éclate, et qui est très potache, ce qui m'a complètement éclaté, c'est évidemment les métaphores sexuelles cachées, les images sexuelles subliminales, parce qu'elles sont évidentes à identifier. Alors, pour commencer, vous voyez, elles sont basées sur deux formes originelles, donc le phallus et le vagin, qui vont déjà donner dès l'origine deux archétypes, deux mêmes, très puissants, qui sont le dolmen, l'arche, qui est une métaphore vulvaire, et le menhir, qui est une métaphore phallique. Alors évidemment, il y en a qui vont réagir et dire non, mais Yann, c'est toi qui projettes sur les hommes de la préhistoire, ou plus tard même, ce type d'association d'idées. Alors oui, totalement, c'est-à-dire qu'il faut penser que les artistes contemporains jouent, et ça fait partie pour beaucoup de leur formation, on sait très bien la symbolique les symboliques parallèles, les connotations qu'il peut y avoir sur un type d'image, mais il faut penser quand même que ces objets étaient très très souvent associés à des rites de fertilité. C'est-à-dire que leur dimension sexuelle n'était sans doute pas aussi cachée que notre société, notre civilisation l'a projetée, l'a organisée. Et alors, on va juste faire un sort à des images cachées qui ne marchent pas. C'est-à-dire, là, vous voyez, sur cette image, alors je ne sais pas si vous la voyez, il y a une métaphore sexuelle cachée. Est-ce que vous la voyez? Non? Personne ne la voit? Alors, c'est normal, parce qu'elle est trop complexe. Alors, je ne vois pas le chat. Si vous communiquez par chat, il vaut mieux communiquer par micro, parce que je n'ai pas le chat en visu. Justement, Yann, je garde un œil sur le chat, et s'il y a des questions, je te les ferai à l'oral. Super, génial. Alors, cette image-là, en fait, est trop complexe pour être perçue par notre subconscient. En fait, je vous la montre, la voici. C'est-à-dire, il faut retourner l'image, la couper en deux, et là, on voit la métaphore sexuelle, ce qui n'est pas du tout une métaphore, qui est totalement explicite, qu'il y a dans cette image-là. Alors, c'est une image authentique, elle est souvent citée, c'est une pub en Angleterre. Mais en fait, le subconscient, elle est trop complexe pour que le subconscient l'aperçoive. Celle-ci n'est absolument pas cachée, c'est-à-dire que je l'ai trouvée à une époque dans certains sites de théorie du complot qui dénonçaient les jeux de manipulation des publicitaires. Moi, à mon avis, les publicitaires qui ont fait cette pub-là savaient très bien ce qu'ils faisaient, et c'est une forme de clin d'œil, bien évidemment, un clin d'œil humoristique aux spectateurs. Ici, on a cette fameuse image dans Bernard et Bianca, quelqu'un dans la chaîne de fabrication de Walt Disney a rajouté un petit photogramme d'une nana qui montre ses seins à la fenêtre du film Bernard et Bianca. Alors, c'est amusant, c'est rigolo. Tiens, je suis mort. Ah ouais. Ah oui, j'ai changé de niveau. Ah, zut. Attendez, je recommence. Je recharge mon... J'ai pas fait gaffe, j'ai pas modifié les paramètres de changement de niveau. Et du coup, il a rechargé le niveau suivant. Donc, avec du pot, je vais revenir au même endroit. Ouais, à peu près. Je suis à peu près au même niveau. Alors, je me rebarre dans les souterrains pour revenir vers la zone des explications des métaphores avant d'arriver dans la zone du cinéma. Donc, je suppose que là, ça doit être très pixelisé, ce que vous avez, parce que je suis en mouvement. Et je retourne juste dans la zone des illustrations. Alors, donc là, j'étais en train de vous dire Bernard et Bianca. Donc, quelqu'un a inséré ce photogramme. Au niveau subliminal, ça n'a aucune efficacité. C'est juste pour le fun. Ici, celle-ci est connue. C'est la petite sirène qui n'a pas de culotte.
Là, on a le roi lion et dans le ciel, on voit écrit le mot sexe. En fait, l'équipe de Walt Disney, quand on leur a dit, quand ce truc-là a été dénoncé, on dit mais vous êtes une bande d'obsédés. Il n'y a pas écrit sexe, il y a écrit SFX, Special Effects. Et cette affiche a été supprimée de l'affichage aux États-Unis, The Little Mermaid, la petite sirène, à cause de cet objet qu'on voyait, je ne sais pas si vous le voyez bien, de cette image qu'on voyait dans l'affiche. Le graphiste responsable de l'affiche a dit « Mais vous êtes tous des obsédés, j'ai absolument pas mis un phallus dans l'affiche de la petite sirène. » Alors, ça, c'est du subliminal, mais c'est plutôt des blagues potaches, ça n'a pas vraiment d'efficacité. Alors maintenant, parlons du subliminal. Vous avez tous été au courant, on a tous entendu parler de la légende. Aux États-Unis, c'est l'histoire d'une image subliminale au 25e de seconde, 24e de seconde, insérée dans un film où on voit soit, alors il y a plusieurs variantes, soit on dit qu'il y a des panneaux publicitaires qui disent « mangez du popcorn, buvez du Coca-Cola », ou c'est l'image d'un mec qui rentre dans le désert, qui est assoiffé et qui finit par trouver du Coca-Cola sur son trajet. Et donc la légende raconte qu'à l'entracte, le public se ruait, il y avait une multiplication, un doublement de l'achat de popcorn et de Coca-Cola. Alors on sait maintenant que cette histoire est une légende, ça a été inventé par un propriétaire de cinéma dont on peut retrouver les références, dont le nom est connu, qui avait inventé cette histoire-là pour justement vendre du subliminal aux publicitaires dans les années 50. Mais par contre, techniquement, quelqu'un a travaillé très sérieusement sur le subliminal récemment. C'est Stanislas Dehaene, qui est un chercheur en neurobiologie très connu, qui donne des cours au Collège de France. Vous trouverez les références sur le site du Collège de France. Et il a mis dans les années au siècle dernier, il a testé dans un caisson de résonance magnétique nucléaire les réactions du cerveau à des images au 50e de seconde et des images subliminales envoyées au 50e de seconde. Et donc, il a détecté en fait que le cerveau réagit, c'est-à-dire qu'il y a une réaction cognitive subconsciente à l'image subliminale, mais, et c'est ça qui est très intéressant dans la conclusion de son étude, si l'image perçue n'est pas en rapport direct avec le contexte global dans lequel se situe la personne, eh bien, le cerveau n'en tient pas compte. C'est-à-dire, par exemple, c'est simple, si vous dites « buvez Coca-Cola », vous faites passer une image qui dit « buvez Coca-Cola » dans un film de science-fiction, si ça n'a aucun rapport avec le contexte du film, eh ben, le cerveau ne tiendra pas compte de l'information. Par contre, si vous insérez, par exemple, une image de blanc dans un raccord cut d'un coup de poing, et ben là, le cerveau va en tenir compte. Vous recevrez un impact plus fort parce que le contexte, l'image subliminale qui est passée est justifiée par le contexte narratif. Alors ça, c'est très important, ce processus-là. Donc, on ne peut pas balancer n'importe quelle information subliminale. Et alors là, maintenant, on va aller voir. Alors, vous voyez, moi, par exemple, en tant que graphiste, j'adore jouer avec ça. Vous voyez, j'ai créé ici, vous les voyez, des arches. J'ai modélisé des arches qui sont bien évidemment des métaphores vaginales, vulvaires, de façon très consciente dans mon décor de Unreal Tournament. Et d'ailleurs, en architecture, je vous montre les jeux de graphisme, les jeux d'analogie formelle de type subliminal et sexuel sont omniprésents. Et en particulier, par exemple, où est-ce qu'elle est mon église? Non, mais je ne vais pas vous le faire là, on y reviendra éventuellement. On va directement maintenant attaquer le cinéma américain. Et en particulier, on va faire Alien. Alors, quelqu'un qui s'en sert de façon totalement consciente et explicite, c'est un des premiers. C'est pas le premier, j'ai trouvé des occurrences antérieures à Hitchcock, mais on va dire que le plus célèbre et le premier à avoir vraiment assumé la chose, c'est Hitchcock. Et en particulier, dans l'interview Hitchcock-Truffaut, il dit à Truffaut, la fin la plus impertinente que j'ai tournée, que j'ai réalisée, c'est la fin de La mort aux trousses. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de La mort aux trousses, mais c'est l'époque, alors c'est important aussi de situer ça dans ce contexte, c'est une époque où il y a une énorme censure, une pudibonderie très très forte aux États-Unis, c'est la fameuse loi Hays,
et il est interdit d'avoir toute présentation sexuelle dans le cinéma américain. Et donc les réalisateurs vont essayer de contourner cette loi-là. Et là, dans La fin de la mort aux trousses, on a Gary Grant qui rattrape sur les monts Rushmore l'héroïne, l'attrape par la main, la tire sur les monts Rushmore, et il se retrouve dans la couchette d'un train en train de s'embrasser. Ce qui est déjà très limite par rapport à l'époque. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de La fin de la mort aux trousses, justement, mais La fin de la mort aux trousses, c'est après cette scène-là, ce plan-là, c'est un train qui pénètre dans un tunnel. Et même la typo est assez intéressante quand on l'éclaire avec cet éclairage du subliminal. Alors depuis, d'ailleurs, c'est un private joke cinématographique, c'est-à-dire que chaque fois que vous verrez dans un film un train pénétrer dans un tunnel, vous pouvez être à peu près certain que c'est un private joke de cinéphile et que c'est un clin d'œil à Hitchcock. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le cinéma américain en particulier, mais bien sûr pas que, va exploiter ce processus-là. Parce qu'on va se rendre compte, en fait, que le conscient ne perçoit pas la métaphore. C'est-à-dire, quand vous regardez le film, 90% des spectateurs n'ont pas perçu le jeu de métaphore sexuelle qu'il y avait là, mais le subconscient, lui, a perçu la métaphore. Et oui, ça va renforcer le message du film. Alors là, maintenant, je vais vous faire un de mes kiffs graves. C'est Alien. Donc on va prendre Alien 1. Alors j'espère que vous avez tous vu Alien 1. Et à l'époque, je posais souvent une question pendant les conférences, pendant les festivals de science-fiction. Donc vous imaginez, j'ai une salle en face de moi, j'ai 200, 300 personnes qui ont tous vu Alien. Et je leur pose une question. Et je leur dis, est-ce que vous vous rappelez dans Alien 1, lorsque Ripley, incarné par Sigourney Weaver, est dans la salle de Mother, dans la cabine de Mother, dans la salle de l'ordinateur du vaisseau, interroge l'ordinateur et il y a toutes ces petites lumières autour d'elle et l'ordinateur affiche crew expendable, équipage sacrifiable. C'est-à-dire elle découvre qu'ils ont été manipulés par la Major Company qui a affrété le cargo. Et là, elle se retourne, elle découvre juste à côté d'elle, à sa gauche, H, le médecin de bord, qui est aussi un robot. Et la scène va se terminer par une bagarre entre H et Ripley, où H, et à la fin de la scène, H se retrouve décapité à coups d'extincteur par Parker, l'un des machinaux. Alors, est-ce que vous vous rappelez, c'est la question que je posais dans les festivals, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé entre les deux scènes, entre le moment où Ripley interroge l'ordinateur et le moment où H se fait décapiter à coups d'extincteur? Et en gros, à l'époque, sur 300 personnes, personne ne se rappelait ce qui s'était passé entre les deux. On se rappelle de plein de scènes de Alien, mais pas ce qui se passe entre les deux. Pourquoi ? Je pense parce qu'il y a une occultation. Une occultation de cette scène parce que le niveau subconscient, elle est extrêmement dérangeante. Alors maintenant, je vous la raconte, parce qu'elle est drôle. Vous imaginez Ridley Scott en train de dire à Sigourney Weaver, H va t'attraper par le bas du pantalon, te jeter sur une couchette, tu vas te retrouver la bouche ouverte allongée, tu vas rester comme ça la bouche ouverte, il va prendre un bouquin peut-être porno, le rouler en un magazine qui va rouler en tube et te l'enfoncer dans la bouche en mimant un orgasme. Alors c'est drôle, parce qu'il y a vraiment ce scène-là dans Alien. Et ils l'ont joué très sérieusement sans être mort de rire. Elle ne tient pas la rampe un seul instant au niveau scénaristique. On ne reste pas allongé, la bouche ouverte avec un mec qui nous enfonce un journal dans la bouche. Alors, on va la regarder ensemble. Ripley avance à quatre pattes, il l'attrape par l'arrière, la jette dans l'alcôve. Elle se retrouve allongée dans l'alcôve. Gros plan sur Ripley allongé. Il rentre, H rentre dans... Et là, regardez, il est intéressant ce plan. On a deux magazines posés derrière la tête de Ripley. À gauche, femme. À droite, montre. À gauche, femme. À droite, robot. Il y a déjà un jeu subliminal assez intéressant là. H roule le journal en tube et l'enfonce dans la bouche de Ripley qui ne se dégage pas et commence à mimer un orgasme. Et là-dessus, Parker arrive avec Lambert et ça va se terminer par H qui explose du sang blanc partout dans la pièce par une métaphore donc d'orgasme. Alors là, maintenant, je vous montre le truc qui m'a fait jubiler grave. Je reviens un peu en arrière. Et lorsque j'ai craqué le DVD à l'époque, c'était très très long de craquer un DVD, ça se faisait image par image.
et je vois un truc bizarre passer. C'est-à-dire, j'étais assis devant mon ordinateur, je voyais les images une par une défiler, et il a fallu que j'attende à peu près 1 heure qu'il ait fini de craquer la scène pour vérifier que j'avais bien vu ce que je croyais avoir vu. Alors regardez bien, il jette Ripley dans la cabine. Vous voyez les images sur la gauche là. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Donc sur la gauche, accroché sur le mur de l'alcôve, on voit des images qui sont strictement sans intérêt. Raccord de plan, Ripley allongé, et lorsqu'il rentre dans l'alcôve, toutes les images ont changé. Hein. Il y a un faux raccord décor dans Alien 1, qui est toujours, d'ailleurs, il n'a pas rectifié ce truc-là, et on voit les images anodines ont été remplacées par d'autres images, dont des images pornographiques. Hein. Et alors, le truc qu'on peut se poser aussi comme question rigolote, c'est quelle est la signification des œufs sur le plat. C'est-à-dire, on comprend à peu près tout ce qu'il y a sur l'écran, là, mais pourquoi les œufs sur le plat? Alors, j'ai la réponse, j'ai une proposition de réponse, et si vous la trouvez, on en reparlera. Si vous ne la trouvez pas, on en parlera à la fin de la conférence. Donc ça, c'était l'analyse de cette scène-là. Alors, vous pouvez me dire, non mais Yann, tu es en train de surprojeter totalement tes propres fantasmes sur Aliena. Alors oui, tout à fait, j'y assume totalement, mais n'empêche que si vous achetez le DVD, dans un des DVD d'Alien, il y a un bonus où Ridley Scott commente tout le film. Commente toutes les scènes. Et en fait, lorsqu'on arrive à cette scène-là, Ridley Scott ne dit plus rien. Il se tait. C'est assez intéressant. Et du coup, je me dis, putain, l'enfoiré, il va rien dire. Et lorsqu'on arrive, j'avance un peu, lorsqu'on arrive à ce moment-là, la seule chose que dit Ridley Scott, c'est « I think it's like that. Robots make love ». C'est comme ça que je pense que les robots font l'amour. Donc c'est pas du tout une projection du Yann, c'est ce jeu métaphorique qui est totalement volontaire de la part de Ridley Scott, mais il est tellement explicite. Alors il faut savoir aussi une autre anecdote donc à ce sujet-là, c'est que lorsque j'avais interviewé Möbius dans les années, à la fin des années 90, il m'avait raconté une histoire assez intéressante sur Alien parce qu'il avait participé au storyboard d'Alien. Et il m'avait dit que Dan O'Bannon, qui est le scénariste, était tellement choqué par l'effondrement du Blade Runner, pas du Blade Runner, du Dune de Jodorowsky, par les De Laurentiis, le fait qu'il avait énormément bossé, semble-t-il, sur le Dune du projet de Jodorowsky, et ça l'avait tellement traumatisé qu'il était rentré à Los Angeles. L'échec du projet, qu'il était rentré à Los Angeles, il faisait une sorte de dépression, anorexique, où il dégurgitait, il dégueulait tout ce qu'il mangeait. Et ses potes lui avaient dit à l'époque, mais ne reste pas comme ça, il faut que tu... Alors c'est Möbius qui me raconte ça, ne reste pas comme ça, il faut que tu fasses quelque chose, fais quelque chose. Et là, Dan O'Bannon aurait décidé d'écrire, il a dit voilà, je vais écrire le scénario le plus abominable qu'on ait écrit à Hollywood, et il écrit le scénario d'Aliena. Et donc je pense que par spéculation, je pense que dans cette scène-là, c'est explicite. C'est-à-dire que Ridley Scott a transformé une scène de viol en scène métaphorique. Mais ça, c'est une spéculation. Là, par contre, c'est une spéculation que je fais là. Alors, on va passer, si vous n'avez pas de réaction ou de questions particulières, je vais passer maintenant à l'autre scène, l'autre analyse. On va en faire plusieurs. Il me reste combien de temps si tu es là, Thio ? Une grosse demi-heure. Je vais vérifier ton planning si tu veux, bouge pas. D'accord. C'est toujours correct ce que vous voyez ? Ça se passe bien ? Ouais, l'image est nickel. Bon, bah super. Alors, on va passer à cette scène-là, qui est aussi une métaphore, mais pas tellement sexuelle, mais qui est magnifique, et une très très jolie métaphore cachée, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est toujours Alien, évidemment, et on a en fait... il y a une double narration dans Alien, on va voir pour les autres films. Et l'histoire se résume, c'est un phallus à pattes qui veut se faire Ripley. Et il va éliminer tous les concurrents. Le scénario tient à peine, le scénario subliminal
tient à peine en quelques lignes. Et là, donc, on a une inversion à la fin du film. On a une inversion scénaristique, c'est-à-dire que Ripley, qui était la victime, comme tous les autres membres du vaisseau, devient la prédatrice. Il y a un jeu d'inversion, c'est-à-dire qu'elle s'est réfugiée dans la navette de secours, et en fait, elle n'a pas pris conscience, elle n'a pas conscience que l'alien est déjà dans la navette. C'est lui aussi réfugié dans la navette, il est là derrière elle, et on a enfin une scène où Ripley se déshabille, et on va avancer. Elle découvre la présence de l'alien en se penchant. Il est, je ne sais pas si vous le voyez là, il est là, juste à sa gauche en haut. Et l'alien va avoir sa première érection de la mâchoire et Ripley se réfugie dans une alcôve dans laquelle il y a une combinaison spatiale. Alors là, ce plan-là aussi est très intéressant parce qu'il a été réglé. Le plan qu'on va voir, il a été réglé ensemble avec Sigourney Weaver. Et la caméra commence à hauteur de sa poitrine et va descendre tout doucement jusqu'à arriver entre ses jambes au moment où elle enfile la combinaison. Et ça, ce plan-là n'est pas du tout, c'est pas du tout passé par hasard. Ça a été réglé et Sigourney Weaver savait très bien ce qui était en train de se faire à ce moment-là. Et le plan suivant, c'est l'alien qui a une érection de la mâchoire. Donc là, on a un jeu d'analogie formelle quasiment explicite. Et le plan suivant, c'est Sigourney Weaver qui s'empare d'un lance-grappin. Le scaphandre a été d'ailleurs dessiné par Möbius. Et le lance-grappin, alors c'est pas rien un lance-grappin, c'est-à-dire que elle aurait pu prendre un bazooka, un canon désintégrateur, je ne sais pas quoi. Elle prend un lance-grappin. Alors le lance-grappin est intéressant parce qu'il est éminemment symbolique et phallique. Et elle retourne dans la cabine, et là, on va avoir une scène assez complexe, qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'elle va déclencher l'ouverture du sas, qui provoque une aspiration de l'air vers l'extérieur, et l'alien se retient au bord du sas. Ça aurait pu se terminer là, il était juste éjecté. Il se retient au bord du sas. Ripley, qui avait bien prévu le coup, arme le lance-grappin et tire dans le nombril de l'alien. Mais le sas se referme, bloque le pistolet qui a échappé des mains de Ripley. Et tout ça pour obtenir un plan magnifique qui est l'alien relié par son cordon ombilical à la navette. C'est-à-dire que là, on a une métaphore de naissance. C'est la naissance de l'alien, d'ailleurs de toute la série. Ça peut être aussi la fausse couche, c'est-à-dire l'alien est éjecté du vaisseau. Et alors là, c'est très intéressant ce qui se passe encore à la fin, c'est que l'alien veut retourner dans la matrice. Il veut retourner avec maman. Donc, il essaie de s'agripper, il rentre, alors, une drôle d'idée de passer par les réacteurs, ce qui fait que Ripley déclenche les réacteurs, et l'alien est définitivement éjecté. Mais ce qui est très intéressant, alors là on ne voit pas très bien, mais si vous regardez le film en bonne définition, vous verrez, ça m'avait frappé à l'époque, vous verrez que ce qui tombe sur la caméra, c'est pas des flammes, mais c'est de l'eau. On a des gouttes d'eau qui tombent sur la caméra. Et à l'époque, ça m'avait un peu interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi il y a de l'eau? Surtout qu'il a les moyens quand même un peu, même si c'est pas un énorme budget, il a les moyens de faire autre chose que de faire tomber de la flotte sur la caméra au moment du démarrage des réacteurs. Donc c'est les eaux de l'enfantement. Donc ça, c'est une métaphore subliminale, même si on ne l'aperçoit pas consciemment, le subconscient, lui, l'aperçut. C'est ce qui, d'ailleurs, humanise l'alien à ce moment-là. On a un jeu de narration où on a le méchant, qui est l'alien, qui tout d'un coup devient une victime. Il y a un processus, un jeu, qui fait que de façon subliminale, on se projette dans ce pauvre alien éjecté de la matrice. Une autre scène que j'adore, c'est toujours de Ridley Scott, c'est dans Blade Runner 1. Alors Blade Runner 1, les yeux et les œufs jouent un rôle très important. C'est-à-dire pendant tout le film, Ridley Scott insiste sur les yeux et les œufs. Si vous regardez le film, vous verrez, une fois que vous avez la clé, c'est flagrant. Et alors je vous donne la clé très provocatrice, mon analyse très provocatrice de Blade Runner, c'est œil égale œuf égale testicule. C'est du bataille, littéralement, j'aurais tendance à dire, c'est œil égale œuf égale, en fait, procréation, enfantement. Alors, on a Pris,
dans cette scène, qui est magnifique, on a Pris qui déjà se badigeonne les yeux avec un aérographe. Et elle est dans l'atelier de Sébastien. Sébastien qui fabrique déjà des petits automates à peine BDSM, dans la symbolique. D'ailleurs, ils sont tous habillés BDSM, les réplicants, très fétiches, comme dans Matrix d'ailleurs. Et elle drague Sébastien. Mais arrive Roy, le copain de Pris. Donc Sébastien me fait un peu la gueule et il dit je vais faire à manger. Et là, Ridley Scott insiste sur leur embrassade, c'est-à-dire Pris et Roy se font beaucoup de bisous. Et Roy dit à Pris, Léon est mort. C'est-à-dire Léon, c'est leur copain répliquant qui s'est fait tuer quelques instants auparavant par Descartes. Et Pris s'exclame, nous sommes idiots, nous allons tous mourir. Et là, Roy lui répond, en souriant, nous ne mourrons pas. Et à ce moment-là, on a un plan étrange qui apparaît, qui sont les œufs en train de bouillir dans une bouilloire. On a eu un plan similaire un peu avant, dans le labo du petit chinois, où c'était dans le même type de récipient, c'était des yeux qui reposaient. Là, on a des œufs, mais on peut se demander qu'est-ce que viennent faire les œufs suite à la réplique de Roy. Alors bien sûr, Sébastien vient de dire qu'il allait faire à manger, mais c'est quand même étonnant de la part de Ridley Scott d'insister de façon aussi marquée sur juste l'action qui serait de faire des œufs par Sébastien. La scène se continue et à un moment, c'est la partie d'échec, à un moment, Sébastien dit, montre qu'il a reconnu que c'était des Nexus, des réplicants. Et il leur dit, montrez-moi quelque chose. Et Roy répond, nous ne sommes pas des choses, Sébastien. Et Pris ponctue en disant, je pense, donc je suis. Et Roy surenchérit en disant, c'est vrai, montre-lui. Alors c'est énorme, en termes scénaristiques, on va avoir une démonstration, là il faut qu'on s'attende à une démonstration du je pense, donc je suis. Ce qui est un engagement assez fort de la part d'un réalisateur. Et quelle est cette démonstration du je pense donc je suis que nous fait Ridley Scott? Pris fait un salto et là elle plonge la main dans les œufs en train de bouillir et elle va jeter un œuf bouillant, brûlant à Sébastien qui va se brûler avec. Donc c'est ça la démonstration du je pense donc je suis. Et c'est assez intéressant. Alors nous, on est assis dans la salle, on va laisser passer la scène, on suit le film, donc on n'a pas le temps de se poser des questions, mais c'est une très curieuse démonstration. Et on continue, et là, la scène va se terminer, on a Sébastien qui se retrouve entre les bras de Pris, et on sent qu'il y a un rapport de séduction, je dirais même de séduction de type BDSM, c'est un trio, c'est du triolisme qui se met en place là entre Roy, Sébastien et Pris. Et alors c'est très intéressant ce qui se passe, c'est que on a à ce moment-là à nouveau un gros plan sur les œufs en train de bouillir, qui n'ont vraiment aucune raison d'être là, sinon de façon symbolique. Et on a Roy qui s'empare de gros yeux globuleux et se penche sur Sébastien. Les yeux jouent un rôle très important puisqu'il va écraser les yeux du père de Tyrell dans la scène suivante. Alors qu'est-ce que c'est cette symbolique? Eh bien, notre conscient ne l'aperçoit peut-être pas, mais le subconscient le perçoit très clairement. Et en fait, que cherchent les réplicants? Officiellement, ils sont en train de chercher de la vie en plus. Mais que cherchent Pris et Roy? Eh bien, Pris et Roy cherchent à faire des enfants. Sauf que si Ridley Scott nous avait mis Pris en train de dire à Roy « Chérie, je veux un bébé », on était tous morts de rire. Donc, il va nous le faire passer en subliminal par ce jeu d'analogie formelle entre les œufs. Les œufs, c'est l'enfant, c'est le petit poussin. Et donc, ce que fait Pris quand elle lui jette l'œuf brûlant, c'est « Je pense donc je suis cet enfant brûlant, c'est cet enfant qui me brûle et qui va te consumer. » Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette analogie, qu'on a compris l'analogie œil égale œuf égale procréation, à l'époque, quand je faisais cette analyse-là,
on pouvait avoir un doute. Moi-même, j'étais pas certain que ça soit totalement volontaire et conscient, mais il y a quand même énormément d'éléments qui permettent de spéculer que c'est très volontaire de la part de Ridley Scott. Et alors, je sais pas si vous avez vu le deuxième, celui qui vient de sortir, mais j'ai eu au moins 3 orgasmes quand j'ai vu les premières scènes du Blade Runner numéro 2, puisque il commence très précisément sur un enjeu qui est l'enfant caché qu'ont eu Descartes et Rachel. Donc, le deuxième film de Blade Runner commence sur sur cet enjeu subliminal caché, à peine évoqué de façon métaphorique dans la première version de Blade Runner. Donc, la double narration donc, de Blade Runner, donc, comme je vous disais, c'est œil égale œuf égale procréation. Alors, on va avoir des choses similaires dans d'autres films. Combien de temps il me reste maintenant, Thio? Je vais maintenant quitter Unreal Tournament. On va te laisser un petit peu plus de temps, tu as jusqu'à 18h30, donc tu as encore 45 minutes, tranquille. Ouais. Bon, d'accord. D'accord. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'ai 45 minutes, du coup, je vais peut-être juste vous faire un petit aparté, puisqu'on est dans un festival de science-fiction. C'est pas un aparté, c'est une continuité. Je vais aller voir Saint-Sébastien. Là, je vous montre juste un truc qui est très intéressant, vous cherchez sur Internet. Ce sont les Phallophanies d'Alexandre Lepin. C'est une analyse des tableaux de la peinture classique, et en particulier des représentations du Christ dans l'art byzantin, entre autres. Et on a en fait un jeu d'analogie formelle entre un phallus et l'abdomen du Christ, qui est très certainement volontaire, mais que nous avons occulté avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une métaphore de l'Église. Le Christ, c'est l'Église, et en fait, le phallus du Christ est la métaphore de la procréation, de la fertilité de l'Église. Les jeux d'analogie sexuelle n'étaient pas si cachés que ça aux origines de l'Église. Et il y a même eu un scandale sur celui-là récemment. C'est-à-dire qu'il y avait une reproduction de ce tableau-là dans une église américaine, j'ai oublié dans quel état, et elle a été restaurée. Et quand la peintre qui a restauré cette peinture a rendu, quasiment sans faire attention, explicite la métaphore phallique de l'abdomen du Christ. Ce qui fait que les ouailles, quand ils sont arrivés le week-end suivant de l'affichage de l'œuvre, ont tous été choqués de voir un grand phallus sortir du pagne du Christ, et la peinture a dû être retirée. Alors que cette peinture, si je ne me trompe pas, celle-ci est au Vatican. L'original est au Vatican. Donc ça, c'était juste une aparté. Alors évidemment, c'est très difficile de choper Jérôme Bosch pour lui demander si ces métaphores sexuelles dans ses œuvres sont volontaires ou pas, ou inconscientes. Moi, je milite pour dire qu'elles sont volontaires. Mais par contre, alors Saint-Sébastien, je vous fais quand même Saint-Sébastien parce qu'il est extraordinaire, Saint-Sébastien. Donc Saint-Sébastien, c'est l'image du martyr de Saint-Sébastien. Et c'est une image intéressante parce que donc c'est une image de barbarie. Je m'en sers souvent pour expliquer le principe de l'imagerie, la force et la puissance symbolique et subliminale du BDSM, du sadomasochisme. Et donc dans cette image, c'est très intéressant puisqu'on a une image de barbarie, d'un homme qui se fait larder de flèches. Mais quand on commence à regarder les images, en particulier celles de la Renaissance, eh bien, quand on les aligne toutes, on se rend compte que Saint-Sébastien est de plus en plus sensuel, ambigu et sensuel dans ses poses, avec même, une fois qu'on a la clé, on peut chercher quels sont les jeux de symbolique sexuelle qui sont volontaires dans l'image. Par exemple, là, si vous poursuivez la direction de l'arc principal, qui est sur la droite, qui va directement pointer vers le sexe de Saint-Sébastien. Qui prend des poses sensuelles. Ici aussi, vous voyez, l'arc à droite a une orientation qui n'est pas du tout par hasard. Il faut savoir qu'une peinture, ça prend du temps, et qu'en général, les peintres de l'époque, et même avant la Renaissance, faisaient très attention au type de représentation qu'ils étaient en train de faire. Et donc, on va voir que Saint-Sébastien prend des poses lascives, de plus en plus marquées au fil de l'histoire, à tel point que... Alors,
quelle est l'analyse, en fait? L'analyse de Saint-Sébastien, c'est que votre conscient, le conscient voit une scène, donc une illustration biblique, hein, une scène de cruauté, de barbarie. Mais le subconscient, lui, il voit une métaphore sexuelle, une scène de pénétration et de pénétration masculine. Les flèches sont une pénétration du corps masculin, donc on a une scène de pénétration homosexuelle induite par la représentation que le subconscient, lui, perçoit, même si le conscient ne le perçoit pas. À tel point, d'ailleurs, que Saint-Sébastien, au fil... j'aime bien celle-là aussi, elle est à peine ambiguë. Saint-Sébastien, au fil des années, va devenir une icône gay. Hein, c'est-à-dire Saint-Sébastien, c'est le martyr des homosexuels. Et, et devient, dans les représentations picturales, carrément explicite hein, dans sa représentation, dans sa symbolique homosexuelle. Donc ça, c'était pour Saint-Sébastien. Je ne vais pas vous faire les autres qui sont totalement évidents. On en a une, mais là, c'est très difficile de savoir si elle est volontaire ou pas, mais ce tableau qui est archi connu, qui est l'île des morts hein, de Böcklin. Mais par contre, elle n'a pas échappé à Giger. Hein, qui lui passe son temps à jouer hein, de façon très volontaire et très consciente sur les jeux d'analogie formelle sexuelle hein, et qui est donc à l'origine d'Alien, qui est à l'origine d'Alien. Là aussi, j'étais mort de rire quand on l'analyse, hein, c'est chez Méliès, hein, donc un précurseur d'Hitchcock. Méliès, à mon avis, sait très très bien ce qu'il est en train de faire lorsqu'il fait plein de jeunes femmes en train de pousser un gros obus qui va pénétrer la Lune. Hein, dans son film de la Terre à la Lune. Et là, on va aller dans les pulps de fiction. Hein, donc là, par contre, les graphistes s'en donnent à cœur joie, hein, dans les jeux de métaphores sexuelles, dans les affiches, hein, dans les couvertures de pulps. On a constamment des jeux d'analogie formelle qui sont à la fois subliminaux pour ceux qui ne savent pas voir et carrément explicites hein, pour tous ceux qui connaissent le code et le principe. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est... Alors, je vous montre celle-là aussi, elle est rigolote. Je l'ai prise chez Sadoul. Alors, c'est pas sexuel, mais c'est assez intéressant. Je vous laisse 10 secondes. Vous regardez l'image et est-ce que vous voyez l'anomalie dans cette image hein, c'est dans l'enfer des bulles du livre de Sadoul que je l'ai découverte. Alors, il y a quelque chose d'anormal dans cette image. Alors, je vous le dis, hein, on ne va pas perdre de temps parce que c'est un peu long le feedback là, en réseau. L'homme, le brigand, là... Il a 3 mains. Voilà. Bravo. C'est ça. Il a 3 mains. Donc, on peut dire qu'il l'a saisi à plein bras, hein, à pleine main. Hein, l'effet d'emparement est renforcé. Elle est très rigolote, celle-là. Et alors, je vous fais juste une aparté sur la femme guerrière. Ah oui, la femme guerrière, c'est important. Est-ce que je vous le fais là non, je vais vous le faire dans un autre niveau. Je reviendrai, si on a le temps, sur les femmes guerrières, sur Hubert de Lartigue. Oh si, allez, je vous la fais. En fait, vous devez le constater dans tout notre imaginaire contemporain, dans les mangas, dans les films, etc. Les femmes guerrières sont omniprésentes. Et moi, je dis, alors, à la sortie d'Alien, Métal Hurlant avait dit Ripley qui incarne l'émancipation féminine. Et moi, je dis non, pas vraiment. C'est-à-dire, on est encore dans une représentation masculine, une projection masculine. C'est-à-dire que je dis, la femme guerrière n'est pas une projection d'émancipation féminine, c'est la femme que l'adolescent mâle rêve d'être lorsqu'il a sa puberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est autobiographique, hein, bien sûr. C'est-à-dire, je me base sur ma propre expérience, hein, ma propre fascination pour ce type de représentation. Lorsque l'adolescent mâle atteint sa puberté, avant sa puberté, les femmes ne l'intéressent pas. Les femmes... séductrices ne l'intéressent pas, il préfère les copines qui jouent au foot avec lui et qui s'habillent avec des pantalons. Et puis au moment où il a sa puberté, il se rend compte que les femmes ont un pouvoir très particulier qui est le pouvoir de la séduction sur lui-même et qui se caractérise par le corps, hein, les hanches, les lèvres, les jambes, la démarche, etc. Donc l'adolescent mâle veut ce pouvoir, c'est-à-dire il veut être cette femme qui a ce pouvoir-là, mais il ne veut pas perdre ces attributs du pouvoir masculin traditionnel, qui sont l'invincibilité, la combativité, la technicité. Donc vous regardez la plupart des femmes guerrières dans notre imaginaire collectif, hein, que ça soit depuis Jeanne d'Arc, en passant par le Major dans Ghost in the Shell, ou Black Mamba dans Kill Bill, etc. Elles sont invincibles, techniciennes,
combative. Et surtout, une chose très importante, c'est que l'adolescent mâle ne veut pas perdre son phallus. Donc, elles ont toujours un phallus de substitution, c'est-à-dire une grande épée, un grand fusil, une arbalète, un grand bazooka, etc. Et j'ai posé la question à Hubert de Lartigue, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un des graphistes, un grand dessinateur peintre français, qui fréquentait les festivals de science-fiction à l'époque. Et il m'a confirmé que c'était totalement conscient, c'est-à-dire que ce jeu que je viens de vous expliquer, cette projection sur le personnage féminin masculinisé était totalement conscient de sa part. C'est pour ça que j'ai pris cette image-là. Voilà, j'ai encore changé de niveau. C'est pour ça que j'ai pris cette image-là comme illustration. Et alors là, je vous propose derrière, il y a une autre image, je ne sais pas si vous la voyez, c'est Christopher Foss, mais on ne va pas s'attarder. Mais une fois qu'on a fait cette analyse que je viens de vous donner, il y a forcément, si ce n'est pas que du Yanmin, hein, qu'une projection fantasmatique de Yanmin, les jeunes filles ont donc forcément, il y a forcément un symétrique de la femme guerrière pour les jeunes filles. C'est-à-dire les jeunes filles ont un... Alors attendez, je vais revenir dans nos muséums. Non, je ne vais pas revenir dans le muséum d'ailleurs. Alors je vous laisse réfléchir, hein, je disais, les jeunes filles ont forcément un symétrique. Alors est-ce que vous voyez quel est le symétrique de la femme guerrière pour les jeunes filles? Et pendant ce temps-là, je vais lancer une nouvelle application. J'ai lancé le No Museum en version Unity. Non, vous ne voyez pas? Vous êtes tous endormis. Vous êtes, J'ai pas de réponse dans le fil là-dessus. Ah, il y a une réponse dans le fil? Ouais, justement, là, ils sont en train de... Ah, j'ai pas encore de réponse sérieuse, en fait. Alors, je vais vous la donner. Il y a le yaoi comme réponse. Quelqu'un dit le yaoi, c'est ça? Ouais. Ouais, et ben c'est... Voilà. Alors, on était en train de dire quoi? Oui. Alors, la réponse, effectivement, c'est le yaoi. C'est-à-dire, en fait, dans les années 90, lorsque j'ai posé la question sur les forums, parce que ça ne m'est pas venu, j'ai pas trouvé le truc tout de suite. J'ai pas eu le... Ah zut, je peux pas le partager. Ça, c'est intéressant. À moins que... Attendez, écran... Ah ouais, c'est intéressant ça. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Unity, pour une raison qui m'échappe, ne veut pas être partagé, ou plutôt, comment il s'appelle ce logiciel Discord ne veut pas partager l'écran de Unity. Alors, j'ai posé la question sur les forums, et la réponse est venue immédiatement, donc c'est évidemment le prince charmant, l'homme efféminé. Hein, le symétrique de la femme guerrière, c'est l'homme efféminé, à tel point qu'il existe une littérature japonaise qui s'appelle le yaoi, qui est dessinée par des femmes pour des femmes, hein, essentiellement, on va dire, qui mettent en scène des relations homosexuelles, c'est le symétrique du fantasme lesbien chez les mâles, qui met en scène des relations homosexuelles masculines, avec en général un soumis qui est très 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 efféminé. Voilà. Donc, nos personnages de fiction sont des mêmes, hein, c'est-à-dire que la femme guerrière est un même extrêmement puissant qui agit, hein, qui a un taux de pénétration subliminale très très fort. Et une fois que vous avez la clé, vous verrez que les réalisateurs s'en servent. Hein, c'est-à-dire c'est pour ça que Neo dans Matrix est beaucoup plus féminin, en fait, comme personnage, hein, et plus ambigu que comment il s'appelle, que Descartes, hein, ou que Charles Bronson, ou d'autres habituels, gros baraqués musclés habituels. Alors là, on va changer de niveau. Il me reste combien de temps maintenant, Thio? Il te reste une demi-heure. Il me reste une demi-heure. Donc on va se faire, justement, on va se faire Matrix. Alors j'ai changé de logiciel. Je vais juste prendre 2 minutes là. Je vais essayer de le partager, parce que je ne comprends pas pourquoi il refuse que je vous le partage. Alors, je vais faire
je vais partager. Ça, c'est l'espace de conférence. Alors, écran. Je vais vous faire tout mon écran. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon bureau, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça. Avec un vaste bordel dessus. Hein, il y a même un feedback Discord. Vous devez être en train de voir. C'est ça. Alors, du coup, je vais basculer maintenant sur Unity. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez maintenant mon écran du No Museum? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Alors là, maintenant, on vient de changer. Donc, avec le temps... Alors, il faut savoir, pour Unreal Tournament, quand j'ai hacké Unreal Tournament, je m'étais renseigné pour éventuellement exploiter, de façon officielle, mon hack de Unreal Tournament pour mes cours et ma pédagogie. Et en fait, il fallait que je paye juste $1 million. Voilà. Je considérais à l'époque que si j'utilisais Unreal Tournament pour développer mon propre univers, autre qu'un niveau propre à Unreal, c'est que je développais un jeu vidéo et que j'allais gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc la licence était de $1 million, ce que j'ai pas fait. Mais quelques années plus tard, est arrivé Unity. Alors j'ai d'abord basculé No Museum dans Second Life, et ensuite je l'ai basculé dans Unity, pour ceux qui connaissent. Donc tout ce que vous voyez là maintenant est dans Unity. Alors je pense qu'il y a exactement le même temps. C'est-à-dire quand je suis en image fixe, vous voyez clairement, c'est une image libre, mais dès que je vais bouger, on va perdre en résolution et en définition. Tu veux baisser un peu le son d'Unity, parce qu'il est très fort par rapport à ta voix, et du coup, dès qu'il y a un effet son, on ne t'entend quasiment plus, ça nous casse un peu les tympans. Ouais. Alors, je vais essayer. Mais effectivement, c'est un... Le petit problème que j'ai. Tu me diras si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez toujours là, correctement? Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui, parce que pour une raison technique, j'ai pas encore réglé le truc et du coup, c'est le son général que j'ai baissé. Donc, il faudra que tu cries très fort et que tu insistes pour que je t'entende maintenant. Tu vois, parce que c'est mon son général que j'ai fait chuter. Il faudrait que je m'occupe de mettre un casque, mais c'est pas grave, on va avancer. Donc là, je suis en train d'avancer dans les différents niveaux de mon univers. Chaque niveau est dédié à une portion de l'histoire de la cyberculture. Et je me sers de Unity comme support pédagogique dans les cours que je donne dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs. Je suis un des rares profs au monde, et on n'est pas très nombreux, au lieu d'utiliser du PowerPoint, à donner cours dans un univers vidéoludique que je distribue aux étudiants et que vous pouvez télécharger. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez aller sur mon site du No Museum, N2O Museum, et dans No Pédagogie, dans la partie pédagogique, vous pouvez télécharger ce niveau-là de Unity en standalone Mac PC Linux. Alors là, maintenant, on va aller vers l'analyse de Matrix. Alors, elle est tout au fond de l'allée consacrée au XXe siècle. Alors, du fait que j'ai beaucoup d'applications qui tournent, là, le chargement est très très lent, mais d'habitude, ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'ai créé un niveau spécial. Voilà, ça c'est un niveau assez chargé, ça c'est sur l'influence subliminale de l'esthétique informatique. C'est-à-dire c'est un niveau complet, mais là on en a pour des heures. C'est justement les cours que je donne sont... là par exemple c'est un niveau qui est consacré à Rez, le jeu Rez, qui est très intéressant parce que là on va parler de cybersex. Donc, je vais plutôt direct aller vers Matrix. Et donc, oui, l'informatique a généré un espace esthétique très particulier qui lui est propre. Et on peut faire d'ailleurs de l'esthétique informatique de façon analogique, soit en dessin, soit en animation graphique, etc. Bon, ça, je dis. Alors là, on est dans le niveau que j'ai dédié à Matrix. Et, ah non, mince, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. J'ai appuyé sur c'est rigolo. Je suis allé direct dans le niveau Blade Runner. Ça, mais on verra si on a le temps. Il y a un autre moment subliminal absolument extraordinaire, une manipulation subliminale absolument extraordinaire dans Blade Runner. C'est la première scène de Blade Runner où Ridley Scott joue sur nos habitudes de perception de la règle des 180 degrés.
Est-ce que vous voulez que je vous le fasse? C'est très technique. C'est très technique, mais on sort des jeux subliminales graphiques, mais là, on rentre dans l'écriture cinématographique. Alors, t'as plutôt un oui. Quelqu'un dit oui? Ouais, oui, ils sont 2. Oui, 3. 3 à dire oui. Alors, allons-y. 100 degrés, ça intéresse tout le monde. Alors, allons-y. Donc là, vous voyez, sur mon écran, il y a une vidéo qui tourne, c'est la première scène de Blade Runner. Et ce qui est très intéressant dans cette scène de Blade Runner, alors vous avez vu hein, l'œil, le gros plan sur l'œil, c'est qu'en fait, Ridley Scott va exploiter un effet pavlovien qui est notre habitude de percevoir une narration à travers la règle des 180 degrés. Alors, je vais sortir de la scène et je l'ai décomposé en 3D ici pour vous l'expliquer. Alors, je vais d'ailleurs du coup vous expliquer, pour ceux s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, ce qu'est la règle des 180 degrés. Donc là, cette scène de Blade Runner, vous voyez ici, peut être, je l'ai redécomposé comme ça. On a Léon à gauche, qui est le personnage B, et on a Holden à droite, qui est le personnage A. Hein, j'ai créé 2 personnages. C'est une configuration cinématographique ultra classique. Hein, c'est-à-dire, on a 2 personnes, de part et d'autre d'une table, qui sont en train de discuter. Alors, en cinéma, il faut savoir, la règle des 180 degrés, c'est l'axe des 180 degrés. C'est qu'à partir du moment, la règle, je vous la résume comme ça, à partir du moment où vous commencez à filmer et à découper en raccord cut, hein, ça ne marche pas dès qu'on est en mouvement, mais en raccord cut. Lorsqu'on découpe une scène, je crois que je dois avoir des vues en plongée. Voilà. Lorsqu'on découpe une scène, à partir du moment où on a mis la caméra d'un côté de la table, par exemple de ce côté-ci, on ne peut plus, dans un raccord cut, passer de l'autre côté de la table. Pourquoi? Alors là, je vous montre. Alors la coutume, c'est ça. On a la caméra, oui, ça c'est vue dessus. Voilà, on voit bien là en vue dessus. Donc là, par exemple, l'axe des 180 degrés, c'est l'axe qui relie les 2 protagonistes d'une action. Ça peut être un homme et un chien, ça peut être un humain et un téléphone, hein, ça peut être 2 humains ensemble, etc. Donc il y a un axe virtuel qui relie les 2 protagonistes d'une action. Et donc là, comme je vous disais, à partir du moment où on met la caméra d'un côté, on ne peut plus passer en raccord cut de l'autre côté. Alors je vous explique pourquoi. Donc là, vous voyez en vue de dessus, on a la plupart des implantations de caméras possibles. En fait, on peut imaginer qu'on a des milliers de possibilités de position de caméra. En fait, en général, on n'a pas besoin de beaucoup de caméras et une fois que vous regarderez les séries télé, etc., ils respectent cette règle-là à fond et ils se contentent en général de 3 à 5 positions de caméra seulement. C'est-à-dire, on a toujours, vous voyez, la caméra plan large, qui est la caméra qui filme l'ensemble de la scène. Donc, je vous explique le découpage traditionnel. Hein. On découpe la scène, on commence toujours par un plan large qui situe l'action et le décor. Ensuite, on fait une succession de champ contre champ en caméra qu'on dit externe, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur de la scène, derrière le personnage. Alors je vais y aller, voilà, là, et vous voyez, là je suis en contre-champ externe, c'est-à-dire j'ai le personnage B, j'ai Léon dont on a l'amorce de l'épaule et Holden au fond. Et on a son réciproque, c'est-à-dire le contre-champ externe qui est de ce côté-là. Et ensuite, on va passer en série de champ contre champ interne, c'est-à-dire qu'en général, alors on est en contre-champ externe quand on situe l'action, c'est-à-dire qu'on commence à mettre en place les enjeux dramaturgiques. Hein, donc, vous verrez toutes les séries, mais une fois que vous avez la clé, c'est systématique. Hein, surtout dans les séries, c'est tout le temps découpé de cette façon-là. Donc, on a une série de champs contre champs externes, et puis on va passer en champ contre champ interne. C'est-à-dire qu'on commence à avoir le début du drame. Il y a forcément un drame. Donc, on a un début du drame, et là, on se rapproche, vous voyez, du personnage, des personnages. On dit contre-champ interne, hein, qui sont de chaque côté de la scène. Donc champ contre champ interne, et puis en général, dans un découpage cinématographique, on a un drame. Hein, on s'est rapproché du personnage, on a le drame, et on fait ce qu'on veut. À ce moment-là, pendant le drame, l'action en général prévaut, et on met la caméra qui filme le drame où on veut. Et on termine toujours et systématiquement en cinéma, alors pas systématiquement, puisque Hitchcock refusait de le faire. Hein, il y a un texte d'Hitchcock qui explique que il veut jamais passer par la caméra plan large, c'est-à-dire que en général, au cinéma, une fois que le drame a eu lieu, on revient à la caméra plan large qui situe l'action, hein, qui situe l'ampleur des dégâts. Et Hitchcock raconte que justement, il préfère quitter la scène pour passer à la scène suivante à partir d'un contre-champ externe en plan moyen.
d'un plan de ce type-là, parce qu'ils trouvent ça plus dynamique dans la narration. Mais le cinéma américain, et en particulier les séries, ont un peu imposé toute cette écriture-là. Et alors, juste avant qu'on attaque ce qu'a fait Ridley Scott avec cette scène-là, donc là, vous avez compris, pour ceux qui ne connaissaient pas le principe de la règle des 180 degrés, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer de l'autre côté dans un champ contre champ comme ça? C'est tout simplement parce que à partir du moment où j'ai mis la caméra de ce côté-ci de l'action, on a créé un espace virtuel où Léon est à gauche et Holden est à droite. Léon est à jardin et Holden est à cour. Et donc le spectateur s'est fait un monde virtuel dans la tête où les personnages sont de ce côté. Si je passe de l'autre côté, c'est-à-dire que je passe de l'autre côté de la règle des 180 degrés de l'axe des 180 degrés dans un raccord cut, eh ben, on a une commutation. C'est-à-dire, Léon, on n'a plus une alternance comme au ping-pong ou au tennis. Léon Holden, gauche et droite cadre. Léon se retrouve au même endroit. C'est-à-dire que, et du coup, ça crée un bug mental. C'est-à-dire, pendant un instant, si on raccordait à une caméra qui est de l'autre côté de l'axe, pendant un instant, le spectateur ne sait plus où est qui et qui est qui. Alors, parfois, les réalisateurs s'en servent. Par exemple, dans Alien, au moment où l'alien sort du ventre de la première scène de drame dans Alien, où l'alien sur la table à la salle à manger, l'alien sort du ventre du personnage, et ben vous verrez qu'il passe de l'autre côté de l'axe, il alterne une série de changements d'axe, ce qui fait qu'on a l'impression que la table tourne sur elle-même dans la scène. Et ça perturbe le spectateur, c'est-à-dire le spectateur du coup ne se repère plus dans l'espace, n'a pas intégré l'espace et du fait du changement d'axe. Dans l'autre film aussi qui est l'histoire des immortels, là. Bon, c'est pas grave, on va pas s'éterniser. Donc là, vous avez compris le principe de la règle de 180 degrés. Là, maintenant, on va regarder ce que va faire Ridley Scott dans cette scène-là. Alors, je l'ai découpé ici en séquence, en images, parce que c'est plus facile. Et alors, c'est très intéressant ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on commence par une caméra plan large, qui situe l'action, qui est en fait une caméra en mouvement. C'est-à-dire cette caméra-là va partir d'un plan large qui situe la scène, où on voit Léon arriver, et elle va se positionner en contre-champ externe au moment où Léon s'installe à table. Donc là, on a découpage traditionnel, on a situé la scène. Là, on va avoir une série de champs contre champs dans l'axe. Alors ça, c'est rare. C'est-à-dire on est pile dans l'axe des 180 degrés. Et il faut savoir que des champs contre champs dans l'axe des 180 degrés perd le spectateur. C'est-à-dire on ne sait plus vraiment où est l'espace, parce qu'on est pile dans l'axe. Vous voyez, on est là dans l'axe de la vision subjective de Léon. Et on passe dans la vision subjective de Holden. Donc cette série de champs contre champs dans l'axe servent, j'irais, un peu à dynamiser la scène et à réveiller le spectateur. Et là, on commence la vraie scène, on revient sur le plan large traditionnel, et il va faire des champs contre champs internes. Il ne passe pas là dans cette scène-là par des champs contre champs externes, il a des champs contre champs internes relativement larges sur le début du dialogue. Et là, c'est là que ça devient rigolo. Donc, on a le dialogue entre Léon et Holden. Et alors, quand vous regarderez le film, vous verrez, on arrive à un moment crucial dans ce dialogue. Et vous voyez, les caméras se rapprochent en contre-champ interne des personnages. Et on commence à rentrer dans le drame. Donc là, nous, spectateurs, on est tellement habitués à ce type de découpage qu'on sait qu'il va y avoir un drame qui va arriver. Rien que la façon dont les caméras se rapprochent des personnages, ce qui est d'une évidence absolue. Et là, Holden demande, c'est le fameux dialogue, Holden demande à Léon, Léon, il y a une tortue dans le désert qui est retournée. Qu'est-ce que vous faites, Léon? C'est-à-dire, ils sont en train de mesurer, là, c'est un test d'empathie de Léon. Alors, pour Philippe K. Dick, le film a inversé la problématique du roman. Les moutons rêvent-ils d'Android électrique? C'est-à-dire, pour Philippe K. Dick, les machines n'arriveront jamais à égaler les humains. Et donc, il leur manquera, pour Philippe K. Dick, toujours de l'empathie. Donc, c'est à ça que sert le test de Braikamp, c'est à mesurer l'empathie. En fait, quand on lit le roman, c'est d'altruisme dont manquent les machines dans le roman, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de se sauver du Blade Runner. Elles ne sont pas altruistes. Et le film, lui, a inversé la problématique, puisque plus on avance dans le film,
plus les réplicants deviennent humains, ont l'air d'être humains. Mais donc, il pose la question qui tue. Que fait Léon? Et Léon, alors c'est là qu'on se rend compte qu'Holden est un peu niais, puisque Léon n'a pas d'empathie. Donc normalement, Holden aurait immédiatement dû détecter que c'était un répliquant, sauf qu'on pense que Holden est pervers et qu'il joue avec Léon. Donc il pose la question à Léon. Alors c'est important, vous regarderez le film après, à ce moment-là, que faites-vous Léon? Et à ce moment-là, on a un battement de cœur, c'est-à-dire la voix de Léon passe en réverb, on est en gros plan sur Léon qui est en sueur. Holden voit d'ailleurs que l'œil, le test de Voigtkamp semble détecter quelque chose. Léon est en sueur, voilà, on est là, Léon est en sueur, on a un rythme cardiaque dans le ciel, comme un vaisseau spatial qui est en train de survoler le bâtiment, boum, 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 boum. Et donc là, nous, spectateurs, à cause de la règle des 180 degrés, nous sommes habitués à ce qu'il y ait un drame qui se déclenche à ce moment-là. Or, qu'est-ce qui se passe dans le film à ce moment-là? Eh bien, Holden se rassoit dans son fauteuil, s'affaisse dans son fauteuil, il dit « Ce ne sont juste que des questions, Léon. Parlez-moi de votre mère. » Et donc, on repasse au plan large, voilà. Et donc là, à ce moment-là, nous sommes tellement habitués à l'écriture cinématographique qu'on se relâche aussi dans notre fauteuil. Nous, spectateurs, on sait, de façon subliminale, par habitude, pavlovienne, qu'on va passer à la scène suivante. Et c'est à ce moment-là que Léon répond « Je vais vous parler de ma mère » et il tire sous la table, explose Holden, qui traverse le mur. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que Ridley Scott ne nous laisse même pas le fameux plan large pour comprendre ce qui vient de se passer, puisque le plan suivant, c'est la Nippon sur la façade de l'immeuble. Et là, on a tous fait un bond dans la salle, parce qu'on ne s'attendait pas du tout, du fait de l'écriture traditionnelle, à ce qui est cette surprise à la fin de cette scène-là. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est une autre façon, alors un peu compliqué à expliquer, mais c'est une autre façon, une autre type, mais c'est le cinéma. C'est-à-dire le cinéma lui-même est une manipulation subliminale, c'est-à-dire l'écriture cinématographique sert à manipuler le spectateur. Et donc là, pour moi, c'est sans doute l'une des manipulations les plus magistrales que je connaisse de subliminale du cinéma, puisqu'elle agit carrément sur l'écriture cinématographique elle-même. Elle exploite l'écriture cinématographique elle-même. Donc là, voilà, ça c'était pour Blade Runner. Pas de questions, pas de réaction. Et donc je retourne vers quoi? Où est la porte de sortie? Où est-ce que j'ai mis la porte de sortie? Parce que je sais que j'ai une porte de sortie quelque part, mais j'ai modifié entièrement ce niveau il y a pas très longtemps, et du coup je sais plus où je l'ai mis. Alors je vais faire V pour ceux qui téléchargent le truc. Ah voilà, c'est parfait. VBN servent à avancer dans les niveaux. Donc là je suis revenu sur le niveau de Matrix, et on va juste faire Matrix très vite. Alors, je vous donne la clé de Matrix. Donc, vous savez que les frères Wachowski sont devenus les sœurs Wachowski, c'est-à-dire qu'ils sont emblématiques des mouvements LGBTQI, ils sont des militants, d'ailleurs, LGBTQI, assez connus pour ça. C'est les premiers réalisateurs transgenres réalisatrices, donc transgenres d'Hollywood. Et ça, alors j'ai fait ce niveau avant la transformation de Lily Wachowski. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas upgradé. Et alors, je vous donne la clé de la double narration métaphorique de Matrix. Alors évidemment, Matrix, là par contre c'est très volontaire, c'est un empilement de couches signifiantes et symboliques, les unes par-dessus les autres, parfois explicites, parfois cachées, dont la couche principale, la double narration principale, c'est la fameuse caverne de Platon. C'est-à-dire, est-ce que la réalité que nous voyons est bien la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre réalité cachée derrière qui est devenue énormément d'actualité avec toutes les spéculations qu'on fait en ce moment sur est-ce que nous ne vivrions pas dans une simulation informatique comme dans Matrix? Mais il y a une couche par-dessus tout ça qui est étonnamment, je l'ai rarement vu chroniquer, c'est-à-dire parmi toutes les couches que les sœurs Wachowski ont mis de façon très consciente, il y en a une que je vois très très peu chroniquer, qui est la couche BDSM, sadomaso. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner la clé. Matrix, c'est l'initiation sadomasochiste d'un petit jeune au BDSM. Voilà.
C'est-à-dire que Neo va vivre tout un tas d'initiations sadomaso et à chaque fois, il va grandir de ces initiations-là. Alors, on y reviendra peut-être, mais l'histoire même de la vie de Lana Wachowski est très intéressante parce qu'elle est très branchée BDSM. C'est Rolling Stone qui avait fait, parce qu'ils sont très secrets. Les sœurs Wachowski sont très secrètes sur leur vie privée. C'est les rares réalisatrices américaines qui ont d'ailleurs signé, qui ont obtenu de conserver une confidentialité sur leur vie privée, alors que beaucoup des majeures compagnies exigent des réalisateurs qu'ils communiquent sur leur vie privée dans la presse. Et Lana Wachowski communique pas mal parce que les associations de défense LGBT lui ont demandé de soutenir le mouvement. Et donc, elle communique beaucoup. Mais par contre, elle est restée très secrète sur sa vie personnelle, sa vie privée personnelle. Et on l'a su à travers un article de Rolling Stone, qu'en fait, Larry Wachowski, pendant le tournage de Matrix, a rencontré une dominatrice à Los Angeles, avec laquelle il a eu une relation très très forte, et c'est de là que serait née sa transformation. Et vous trouverez, vous taperez Rolling Stone, alors c'est complètement barré comme histoire, et c'est tellement barré, d'ailleurs c'est intéressant, que les journaux à scandale habituels comme Gala, Voici, etc. n'ont jamais repris cette histoire-là, parce qu'elle est tellement excessive qu'ils sont pas rentrés ils n'ont pas repris l'histoire de la transformation de Lana. Alors, je vous disais donc, Matrix, c'est l'initiation sadomaso d'un jeune. Alors, ils sont tous évidemment habillés en fétiche, et rappelez-vous la première scène, l'une des premières scènes de Matrix, où est-ce que Trinity, qui est la plus grande hackeuse de la planète, va donner rendez-vous à Neo, qui est le plus grand hacker de la planète. Alors dans le monde réel, les hackers se donnent rendez-vous dans les pizzerias ou dans les McDo. Dans Matrix, elle lui donne, alors il y a aussi un truc rigolo, c'est Follow the White Rabbit, mais ça on y reviendra. Et alors, il donne rendez-vous dans une boîte sadomaso. C'est pas n'importe où, il se donne rendez-vous dans une boîte sadomaso, ce qui peut poser parfois des problèmes acoustiques pour discuter intimement. Et en particulier, la première scène, on voit Neo qui est accoudé à un chambranle et qui est en train de regarder une scène de domination, certainement un homme travesti avec une dominatrice. Donc on a dès le début un jeu graphique, un jeu narratif autour du symbolique, subliminal autour du sadomasochisme. Et alors, je vous fais la deuxième scène de Matrix, c'est l'initiation de Neo. Alors, Neo se fait arrêter par les fameux agents Smith, et il se retrouve dans une cellule, dans cette cellule, ce qui va lui arriver, c'est qu'il est donc entouré de mâles bien burnés. Neo, comme je vous disais, qui est justement atypique, c'est-à-dire que d'habitude, dans les films de science-fiction, qui sont souvent des films d'action, on a des héros bien burnés, bien virils, bien masculins. Et Neo, justement, est connu pour ça, c'est qu'il n'a pas ce type physique, justement, hyper viril, des héros de films d'action habituels. Et là, qu'est-ce qui va lui arriver ? Neo va se retrouver bâillonné, plaqué, torse nu sur une table, entouré de mecs bien burnés, qui vont lui enfoncer dans une espèce de truc phallique, genre crevette phallique, qui vont lui enfoncer dans le nombril. Ça aurait pu être ailleurs, mais c'est comme dans Alien, on fait juste une légère décalage. Et il va donc se retrouver, littéralement, c'est une métaphore de viol gay, de viol homosexuel. La crevette ne sert à rien. C'est-à-dire, en fait, cet objet qui lui a été enfoncé dès les premières scènes de Matrix ne sert à rien, puisque la scène suivante, on va retourner, c'est ça qui est bien dans le monde virtuel, vous voyez, c'est que les objets n'ont qu'une seule face. Donc ils disparaissent quand on les voit de dos. Et la scène suivante, on dirait que c'est une parodie de film porno, c'est-à-dire que ça se passe dans une grande limousine,
où Neo est maintenu sous la menace d'une arme, avec le chauffeur qui regarde dans le rétroviseur ce qui se passe sur le siège arrière, et on a Trinity qui s'est emparée d'une espèce de machine incroyable qui ressemble énormément, pour ceux qui connaissent les pratiques BDSM, aux aspirateurs de phallus dans le donjon. Et donc, elle s'empare de cet aspirateur et va, à califourchon sur Neo, lui extirper, c'est-à-dire faire une sorte d'avortement de la crevette phallique qui lui a été injectée dans la scène précédente. Donc, qui ne sert, du coup, strictement à rien, sinon à nous mettre en scène cette très très belle scène symbolique. Alors, je ne les ai pas scannés, mais il suffit de se rappeler dans le 3, je crois aussi, comment ça se passe avec le mérovingien. Le mérovingien, là, ça devient carrément explicite, c'est-à-dire qu'il arrive, comme il a le contrôle de la matrice, il arrive à faire jouir une femme dans le restaurant sous la table, par la pensée. Et dans le numéro, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, mais donc l'un des enjeux, c'est que la copine du mérovingien, pour donner la clé, qui est aussi un symbole, une métaphore sexuelle, pour donner la clé de la matrice à Neo, elle exige de Neo qu'il l'embrasse sur la bouche. Et elle veut un vrai baiser. C'est-à-dire que, et ça devant Trinity. On a donc là encore une scène d'initiation BDSM, de triolisme BDSM métaphorique. Et alors l'apothéose dans le 3, c'est tous les petits spermatozoïdes qui attaquent Zion, et on a Neo à genoux, crucifié littéralement et pénétré de partout par d'énormes tentacules d'une entité informatique très paternelle, on va dire. Très machiste, masculine. Voilà, donc ça c'était pour Matrix. Alors je n'ai pas fait en image, mais on a un autre film que j'adore aussi pour ses métaphores, qui a moins bien marché. Alors on va quand même juste faire un saut. Je suis revenu dans Blade Runner. On va juste faire un saut vite fait, parce que là c'est très rapide, dans... comment ça s'appelle, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'il n'y a pas évidemment que Ridley Scott ou les sœurs Wachowski qui jouent avec ces choses-là. Donc on a 2001 l'Odyssée de l'espace qui est extraordinaire comme film et comme jeu d'analogie symbolique. Et alors là, on est dans le niveau que j'ai consacré aux grands vaisseaux stellaires, c'est-à-dire les vaisseaux mondes qui vont partir dans l'espace, propager la panspermie humaine, c'est-à-dire poursuivre la négantropie du vivant et amener l'humanité à s'expanser, le vivant, à s'expandre, à s'expanser dans l'univers. Et donc là, vous voyez, je vais prendre la commande de la navette de 2001, tac, et on est aux commandes de la navette de 2001 et on va se balader donc dans 2001. Alors dans 2001, déjà, il y a un élément qui est amusant au niveau symbolique, c'est le vaisseau spatial. Le grand vaisseau spatial a une forme spermatique, c'est-à-dire c'est un spermatozoïde, c'est une forme de spermatozoïde qui est en train de féconder l'univers. Et on a tout un tas de jeux graphiques et visuels dans l'accélération à la fin du film, qui fait vraiment penser à une fécondation galactique. Et surtout, on a cette scène de fin incroyable dans 2001, qu'on la voit tous, mais quand même, elle est complètement surréaliste, puisqu'on a un bébé géant qui grandit dans l'univers. C'est-à-dire qu'on a, de façon quasiment explicite, la fin de 2001, ça a été la fécondation de l'univers et la naissance d'un bébé géant qui prend le contrôle de l'univers. Alors, si le film joue sur une ambiguïté narrative, le roman, lui, est explicite. Le roman de Arthur C. Clarke rend la fin totalement explicite dans le jeu de symbolique. Et là, je vous montre juste parce que je les avais mis de côté là, et c'est que Philippe Casa, que j'avais contacté à l'époque pour s'il faisait des métaphores sexuelles volontaires, m'avait rappelé qu'il avait fait une BD dans Pilote qui illustrait les jeux de métaphores sexuelles qui pour lui étaient carrément explicites dans Alien 1. Et je vais terminer par... alors du coup, on va le terminer
On va aller dans le... Oui, je sais ce qu'on va faire. On va aller dans le... Je vais terminer sur Alien 4, mais on va le faire dans le niveau que j'ai consacré au cybersexe. Parce qu'il est plus joli et ça va me permettre de vous raconter justement mes propres jeux. C'est pas les miens d'ailleurs, c'est rigolo, c'est ceux de Star Trek. Voilà. C'est la métaphore sexuelle cachée dans Star Trek. Donc on va faire Alien 4 et la métaphore sexuelle cachée dans Star Trek. Alors là pareil, j'ai fait une erreur, j'ai voulu sauter un niveau trop loin, donc il met 3 plombes à charger. Parce que je pense que ma mémoire vive est totalement saturée, donc il est en train de faire du swapping, ce qui fait que ça prend des plombes. Voilà, donc là on est dans mon niveau consacré au futur, avec un de mes avatars. Et c'était pas tellement ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Ouais, là ça me prendrait trop de temps si je commençais à aborder les avatars et tout ça. Je vais voir si j'arrive dans le niveau dédié au cybersexe. Hop. Alors, pour ceux qui exploreraient en même temps que moi le No Museum, le niveau dédié au cybersexe est dans l'allée au fond du XXe siècle, à gauche. Voilà. Et alors, Alien 4, je vous le fais rapidement. La double narration symbolique subliminale d'Alien 4, c'est l'apologie de l'homosexualité castratrice, féminine. L'apologie de l'homosexualité féminine castratrice. Alors une fois que vous avez la clé, je vous laisserai regarder le film, et les deux protagonistes du film, Sigourney Weaver et Winona Ryder, passent leur temps à castrer les hommes, castrer Johnner en particulier avec la scène du ballon, à casser des lames, la lame de couteau d'un des personnages. Et alors, juste, il y a des scènes carrément jubilatoires. C'est Winona Ryder, vous verrez, a une blessure au ventre. Et alors, une fois qu'elle a cette blessure, vous verrez que pendant tout le film, la plupart des protagonistes du film passent leur temps à mettre leurs deux doigts dans cette blessure de Winona Ryder. Même la créature à la fin, le monstre, vous regarderez, c'est très bref, mais Winona Ryder est terrorisée devant le monstre, l'enfant de Ripley, et on sent que le monstre va la manger, et tout d'un coup, au ralenti, le monstre ralentit et très délicatement lui met deux doigts dans la plaie. La première scène de Alien 4 aussi est très intéressante, puisque à l'époque, c'était Karen Guillerel qui avait interviewé comment il s'appelle, Jeunet, pour son fanzine qui s'appelle Chasseur de rêves, qui m'avait raconté donc ce que lui avait raconté Jeunet. Donc si je me rappelle bien, alors déjà la scène m'avait frappé, c'est-à-dire que si vous regardez la première scène d'Alien 4, on a Sigourney Weaver qui est donc un alien qui est allongé dans une prison qui est un grand tube vertical, et Winona Ryder arrive pour la tuer. Et elle sait que c'est un alien, en fait, que Sigourney Weaver, Ripley, a fusionné avec les aliens. Et scénaristiquement, là aussi, c'est bizarre, parce qu'elle arrive avec juste un petit couteau pour aller se battre contre le monstre le plus puissant de l'univers. Et moi, si j'allais m'attaquer à un mix Ripley alien, je prendrais au moins une bombe atomique ou un bazooka. Donc elle rentre dans la prison de Ripley, et là, elle va délicatement lui soulever et révéler un sein, et pour la poignarder. Mais Ripley, évidemment, se réveille, s'empare de sa main, et là, elle fait un geste symbolique très intéressant, puisqu'elle va elle-même s'auto-pénétrer avec le couteau. Alors, l'anecdote qu'on m'a racontée, c'est que, en fait, Ripley, Sigourney Weaver, qui est la productrice du film, aurait dit au début à Jeunet qu'elle ne voulait pas avoir cette identification lesbienne qu'elle se trimbalait depuis le numéro 3, qui était devenu un film emblématique, qui était d'ailleurs diffusé dans les boîtes de nuit lesbiennes à l'époque. Et
à la fin du tournage de cette scène avec Winona Ryder, que je viens de vous raconter, Jones serait allé voir Ripley Sigourney Weaver dans sa loge en lui disant mais tu voulais pas qu'il y ait une association lesbienne qui se fasse, mais là on est en plein dedans. Avec ce que vous avez joué, on est en plein dedans. Et Sigourney Weaver aurait réfléchi un instant et aurait dit on y va à fond. Et donc à partir de ce moment-là, le film a été à fond dans ces jeux symboliques. Et alors il faut savoir que le co-scénariste, donc ça vient pas de Jeunet, ça vient de la production, et que le co-scénariste c'est Joss Whedon. Joss Whedon qui a fait Buffy et les vampires, qui est rempli de jeux d'analogies formelles et de métaphores sexuelles subliminales dans le film. Une autre anecdote rigolote qu'on m'a racontée, est-elle vraie ou pas, mais c'est que lorsque Ripley est englouti par l'alien, cette scène devait avoir une symbolique sexuelle forte, et Ripley, Sigourney Weaver aurait entendu quelqu'un faire une remarque à la fin de la prise de vue, quelqu'un sur le plateau aurait dit ouais bah c'est pas très sexy. Et donc Sigourney Weaver a dit on la retourne, et il paraîtrait que la seconde prise était tellement explicite qu'elle n'a jamais été montée. Voilà, donc ça c'était pour Alien 4, et je termine donc avec ce niveau, ce niveau dédié à l'histoire du cybersexe. Et j'ai mis cette image-là. Alors cette image-là, c'est deux mains, vous voyez. Et en fait, elles font ce geste-là. Le geste que vous voyez là, vous prenez une demi-main, une des mains, c'est le geste de Star Trek. C'est le salut Vulcain dans Star Trek, avec les doigts joints écartés, le pouce écarté. Et Leonard Nimoy, vers la fin de sa vie, a sorti un bouquin, un recueil érotique, un recueil de photos érotiques qu'il a appelé Shekinah. Et en fait, c'est très intéressant, on pourrait faire une recherche sur Internet. C'est qu'il raconte que lorsque ils ont tourné les premiers Star Trek, l'équipe est venue le voir et lui a dit mais trouve-nous un geste qui soit caractéristique des Vulcains. Et là, il a eu un flash et il s'est rappelé son enfance. Sa mère l'emmène dans une synagogue et il voit le rabbin dans la fumée et la foule qui fait ce geste-là avec les deux mains jointes, qui fait ce geste-là vers la foule. Et en fait, ce geste-là, c'est une métaphore vulvaire, c'est une vulve qui est représentée. Et en fait, c'est Shekinah, c'est-à-dire c'est le principe féminin de Dieu, d'après Leonard Nimoy, c'est le principe féminin de Dieu dans la tradition juive, qui a été occulté, c'est-à-dire dont la symbolique aurait, selon Leonard Nimoy, été occultée par le patriarcat juif au fil des siècles. Voilà, et donc cette image m'éclate totale, puisque les Trekkies, lorsqu'ils font le salut Vulcain, n'ont absolument pas conscience qu'ils sont en train de faire, pour la plupart, une demi-métaphore vulvaire subliminale. Voilà. Et donc j'ai fini. Voilà. On va arrêter là. On va peut-être passer un peu de temps à des questions si vous avez envie. Et on n'a plus beaucoup de temps pour les questions, Yann. Je suis désolé. Bon, d'accord, pas de problème. Je quitte l'écran et je repasse en vidéo. Me revoici. Donc là, voilà, c'était ça le geste de Leonard Nimoy. Bon, c'est bon? Bah écoute, énorme merci à toi pour cette conférence. Voilà, si tu veux, il y en a qui te proposent de mettre une table, de te poser au bar, un peu plus bas dans le serveur, si tu veux. Si les gens veulent te poser des